Course au pouvoir en République centrafricaine, la tension monte à Bangui. Économie d'énergie, relance de la campagne pour l'hiver prochain. 2 vigiles abattus cette nuit à Paris, l'insécurité s'accroît dans les parkings. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les journalistes dont c'est le métier s'y perdent, les hommes politiques dont c'est davantage encore le métier ont l'air eux aussi de s'y perdre. Alors je vous demande donc un petit peu d'attention pour saisir les derniers rebondissements de la crise centrafricaine. Je vous avais laissé hier en compagnie de M. Patassé, l'ancien Premier ministre de Bokassa, devenu depuis l'un des dirigeants de l'opposition au régime. Ce régime-là, après lui avoir interdit de revenir à Bangui, avait changé d'avis et lui permettait un retour à Bangui. Seulement, entre-temps, c'est la France qui disait non. M. Patassé n'était pas en règle pour quitter Paris. Et c'est la France, ce matin, qui change d'avis en permettant à Ange Patassé de prendre l'avion. Troisième rebondissement, c'est le dirigeant centrafricain lui-même qui ne veut plus partir et qui va se réfugier à Paris, à l'ambassade de Libye, pendant que son avion, l'avion régulier pour Bangui, l'attendait en vain à Orly. Voilà donc pour ces contradictions, aussi bien à Bangui qu'à Paris. Alors, comment les a-t-on vécues sur place en République centrafricaine? La correspondance de Philippe Châtenay. Un calme précaire règne à Bangui ce soir. Ce sont 2 concessions du président Dako qui ont calmé les esprits. D'abord, autoriser le retour d'Ange Patassé, celui qui était en train de devenir le symbole de l'opposition au nouveau régime. Ensuite, on a appris ce soir que plus d'une dizaine de personnalités de l'ancien régime avaient été arrêtées, notamment Madame Domitien, ancien Premier ministre de Bokassa, ainsi que l'ex-ministre de la Défense et l'ex-ministre de l'Intérieur, tous accusés par la population de crimes commis sous Bokassa. Les troupes françaises se sont fait discrètes aujourd'hui dans les rues de Bangui après les premières manifestations anti-françaises d'hier soir. Le rôle joué par la France dans l'asile ivoirien de Bokassa, tout comme les difficultés faites à Ange Patassé pour quitter Paris, ont sérieusement terni l'image de libérateur des soldats français ici. Voilà donc ce qui s'est dit à Bangui, retour maintenant à Paris avec ce qui s'est dit ce matin à l'ambassade libyenne. C'est Gérard Sebag qui a rencontré Ange Patassé. Écoutez, je voudrais encore vous dire que M. Patassé n'est pas un pantin. Un incident a été créé. J'exige du gouvernement français non seulement des excuses, mais un papier attestant que je dois quitter effectivement la France. M. Stern l'a déclaré tout à l'heure. Mais écoutez, dites à M. Stern que je voudrais un papier officiel du gouvernement français. Vous avez lancé ce matin encore un appel à la révolte au peuple de Centrafrique. Pourquoi? Parce que nous demandons le départ de troupes françaises. Et de l'actuel président. Absolument. Mais nous demandons qu'il y ait dialogue. Nous savons que Dako est vomi par le peuple, mais puisque la France le maintient comme un gouverneur général des colonies, puisqu'il a été imposé au peuple par l'armée française, une armée d'occupation, nous pensons que sa crédibilité est très douteuse. Eh bien, le papier officiel que demandait l'ancien Premier ministre de Bokassa Ier, quelques minutes auparavant, Olivier Stern, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, se déclarait prêt à lui donner. Écoutons-le. On n'a pas empêché M. Patassé de quitter la France. On lui a fait savoir hier que s'il partait, il serait refoulé, il ne serait pas accueilli. Et deuxièmement, il n'était pas en règle. Et on lui a donc conseillé de vérifier si tout pouvait pour lui être possible. Mais aujourd'hui, si M. Patassé veut partir, il peut tout à fait partir. Et à condition, naturellement, qu'il soit désormais en règle. Je crois que c'était un peu anodin comme prétexte. Hein. Le fait d'être refoulé n'est pas un prétexte anodin. On lui a dit vérifier. Maintenant, il semble qu'il sera bien accueilli s'il va en République centrafricaine. Et donc, il peut partir. Ceci dit, ne nous faites pas... Il n'aurait pas été bien nous n'avons accueilli, pas aujourd'hui il l'intention... aurait été, oui. Semble-t-il, mais ce n'est pas notre affaire. Je vous rappelle que la République centrafricaine est un État indépendant. Nous n'avons pas apporté de jugement sur la politique intérieure centrafricaine et encore moins sur les hommes. Oui. Et donc nous n'empêcherons pas M. Patassé de partir. Pourquoi vous prenez autant de risques avec la Centrafrique? C'est parce qu'il y a de l'uranium ou des ressortissants? On ne prend pas de risques. On a contribué à ce qu'une dictature prenne fin.
Une dictature qui était d'ailleurs une tyrannie, et personne aujourd'hui ne le conteste. Et il y a eu cette année un certain nombre de dictatures qui, heureusement, ont disparu de la carte des États. Eh bien, reconnaissez que dans ce cas-là, cela s'est mieux passé qu'ailleurs. Une dictature a sa police, a son organisation. Pour y mettre fin sans qu'une goutte de sang soit versée, je crois que c'est suffisamment exceptionnel pour que tout de même on ne le critique pas. Bien, tout ça est un petit peu confus, à commencer Jacques Abouchard par la personnalité de M. Patassé lui-même, qui n'est pas incontestable. Non, M. Patassé avait eu des ennuis avec l'empereur Bokassa. Il avait été son premier ministre pendant 2 ans. Il avait démissionné en octobre 78 pour former alors le mouvement de libération du peuple centrafricain. Et il espérait bien, à l'occasion de ce coup d'État, pouvoir rentrer et peut-être participer à un gouvernement d'union nationale. À quoi s'ajoutent des problèmes ethniques? À quoi s'ajoutent des problèmes ethniques, puisqu'il ne fait pas partie de la même ethnie que M. Dako, que le président Dako, qui est une ethnie très minoritaire, et qui était l'ethnie d'ailleurs de l'empereur, c'est ça. Donc, problème ethnique, apparemment M. Patassé arrive trop tard, le gouvernement a été formé, non seulement avec une majorité de gens de cette ethnie, mais encore avec des gens qui ont servi l'empereur déchu jusqu'à la dernière minute. Alors, Patassé se présente comme finalement un recours, l'homme qui pourra faire une épuration et qui jouera sur les sentiments anti-Bokassa de la population actuellement pour s'imposer contre M. Dako. Alors, se greffe alors des implications politiques et même diplomatiques, puisque ce n'est pas un hasard si M. Patassé est allé se réfugier à l'ambassade de Libye à Paris. Effectivement, la Libye, depuis le début de cette affaire, a été très, très dure avec la politique française, l'intervention française. J'ai retenu ici 2 citations. La première remonte à dimanche, c'était la radio de Tripoli, je vous la cite. « L'invasion scandaleuse menée par les Français en Centrafrique a pour mobile le pillage des richesses naturelles de ce pays, surtout l'uranium dont il regorge. » C'était donc dimanche. Lundi, l'agence de presse libyenne, l'intervention militaire française en Centrafrique a pour but réel de combattre l'islam et de freiner sa propagation. Or, vous savez comme moi que l'islam est la force de pénétration de la Libye vers le sud, vers l'Afrique noire, vers le Mali, vers le Niger, qui sont des pays islamiques et très pauvres, vers le Tchad. N'oublions pas que la Libye a soutenu la rébellion dans le nord, au moment où la France était l'allié du gouvernement tchadien, et on disait que avant sa destitution, l'empereur Bokassa était en train de négocier avec les Libyens l'installation éventuelle d'une base libyenne en territoire centrafricain. Bien, voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce dossier un petit peu confus, ce dossier centrafricain. 2 mots encore de l'étranger avec tout d'abord ces 2 annulations de voyage aux États-Unis, celle de Fidel Castro qui devait s'adresser aux Nations Unies à New York, et puis surtout celle de l'orchestre symphonique soviétique qui devait commencer sa tournée au Carnegie Hall à New York également. Pas d'explication officielle pour le moment, mais on peut imaginer que les soviétiques veulent parer à tout risque de nouvelles défections chez les artistes en visite à l'Ouest. États-Unis toujours, un petit mot du président Carter au sénateur Kennedy, un petit mot écrit. Je dément formellement que mes propos d'hier, propos que je vous citais dans le journal, soient une allusion à l'accident de Chappaquiddick. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing en direct mardi prochain à la télévision ouest-allemande pour répondre aux questions d'une dizaine de jeunes Allemands sur la 2e chaîne, la ZDF. Helmut Schmidt avait participé à une émission semblable il y a 6 mois. Les affaires françaises maintenant, avec tout d'abord cette relance de la campagne des économies d'énergie. Outre les recommandations que vous connaissez déjà bien, réduire la température dès que possible par exemple, eh bien le directeur de l'Agence pour les économies d'énergie s'engage à donner des conseils à tous les particuliers qui veulent s'équiper. L'agence va agréer des installateurs qui viendront vérifier les équipements de chauffage et établiront un diagnostic. Jean Pézieux a suivi l'un des tout premiers chauffagistes, c'est le nom qu'on leur donne, à avoir passé une convention avec l'agence. 500 000 tonnes d'équivalent pétrole, c'est-à-dire 2 navires type Amoco Cadiz, telle est l'économie attendue par l'Agence pour les économies d'énergie cet hiver. L'agence accordera une aide aux particuliers sur la base d'un diagnostic rendu par des installateurs agréés. Il y en aura 6 000. Nous avons suivi l'un d'eux, Claude Pigalle, aux Essarts-le-Roi, dans un pavillon chauffé au fioul. Première économie, l'isolation. Effectivement, je vois que vous avez fait le nécessaire. Ça doit vous apporter 12% environ d'économie. Pour une maison plus ancienne, on peut espérer obtenir jusqu'à 25%. Pour un investissement dans ce type de maison, de 8 000 francs environ. Deuxième poste, la chaudière.
Donc, vous avez actuellement une régulation manuelle, possibilité d'installer une régulation composée d'une 23 voies qui sera asservie à une sonde extérieure et à une horloge qui vous permettra, en votre absence, de couper le chauffage. Combien est-ce que ça va nous coûter? Alors, le prix, je vais vous donner un ordre de prix. Pour la régulation de la chaudière et des radiateurs, environ de 4 à 5 000 francs, ce qui vous permet d'économiser approximativement 12% sur la consommation fuel, ce qui vous donne un amortissement en 2 ans. Je constate que vous avez des robinets ordinaires. Je vous conseillerais d'installer des robinets thermostatiques, 2 dans cette pièce, une dans la chambre du fond. Effectivement, ça vous permettra de profiter des apports gratuits du soleil. Donc, le prix serait de 1 000 francs, fourniture et main-d'œuvre comprises. Ce que je peux vous proposer, et qui est très intéressant, c'est le contrat d'entretien, ramenage de votre installation, et notamment au niveau de la chaudière. Donc le ramenage de la chaudière, le réglage du brûleur, cela pour une somme de 500 à 1000 francs an, qui vous amène des économies de 12%. Nous arrivons à un montant total de 7 700 francs. Diagnostic et devis terminé, économie de chauffage attendue, 20% pour 7 300 francs de travaux, une fois déduite l'aide de 400 francs de l'agence. 7 300 francs, une dépense facilement amortie par monsieur et madame Aubert, qui ayant un enfant peuvent déduire 7 000 plus 1 000 francs de leur revenu imposable. C'est une campagne qui sera relayée par notre émission C'est la vie. C'est la vie qui a diffusé tout à l'heure une interview de Solange Fernex à sa sortie de l'Élysée. La tête de liste de la liste Europe Écologie était venue demander au président de la République le remboursement des frais engagés par les petites listes à l'occasion des élections européennes. Et puis, elle s'était inquiétée du projet de loi sur le financement des partis politiques. Les nouvelles maintenant des 2 journées parlementaires de la majorité qui se déroulent l'une à Vittel, l'autre aux Arcs. Aux Arcs, c'était le RPR, débat à huis clos aujourd'hui. Daniel Brem m'a tout de même téléphoné pour me dire que Jacques Chirac avait rendu hommage à Marie-France Garot et à Pierre Juillet, qui ont, ont-ils dit, en leur temps et à leur façon, rendu beaucoup de services à notre cause, en ajoutant toutefois qu'ils avaient quitté tous deux définitivement la vie politique. À Vittel, c'était l'UDF, dernière journée des travaux parlementaires giscardiens, avec un invité de marque, Raymond Barre, qui a eu ce mot pour commenter sa politique: je préfère chanter juste un refrain trop long que chanter un autre refrain. Il est clair que la cohérence de la politique du gouvernement ne saurait être mise en cause sous peine de compromettre les objectifs poursuivis. Cette politique comporte 2 conséquences pour 1980. Sur le plan budgétaire, aucune dépense nouvelle ne devra être décidée sans être gagée par des économies correspondantes, et si celles-ci s'avèrent impossibles, par des recettes nouvelles. Il serait dangereux de franchir certaines limites au déficit budgétaire que nous acceptons pour des raisons conjoncturelles. Deuxième conséquence, sur le plan social, aucune dépense nouvelle ne devra être mise à la charge de la sécurité sociale ou du budget de l'État sans être bien entendu gagée, sous la seule réserve des mesures prévues au programme de Blois, notamment, je dirais surtout, le revenu familial minimum pour la famille de 3 enfants. Je pense en effet que les ménages, les entreprises et l'État ont atteint la limite de l'effort qu'ils sont respectivement en mesure d'accomplir. Je ne dirais pas, mesdames, messieurs, que c'est la seule politique possible. On peut toujours concevoir de nombreuses politiques. Je dirais que c'est à mes yeux la seule politique réaliste, c'est-à-dire qui soit compatible avec les contraintes qui pèsent sur la France et avec les exigences de notre avenir.
Le Premier ministre persiste et signe. C'est ainsi que l'on pourrait résumer d'une phrase l'impression générale perçue par les députés et sénateurs UDF qui ont écouté le discours de Raymond Barre ici à Vittel. Un discours jugé généralement offensif. Sensible sans doute aux critiques dont il a été l'objet ces dernières semaines, Raymond Barre a expliqué aux parlementaires pendant près de 3/4 d'heure, avec fermeté mais peut-être moins de virulence que d'habitude, la nécessaire rigueur de la politique suivie par le gouvernement. La fin des efforts et des sacrifices, a-t-il dit, ce n'est pas pour demain. Mais le Premier ministre a également annoncé qu'il était prêt à accepter toute proposition de loi au cours de la session budgétaire, proposition qui irait dans le sens, par exemple, d'une plus grande justice fiscale. Pour le reste, M. Barre n'a pas varié d'un pouce, économie d'énergie, action de soutien de l'emploi, poursuite de la lutte contre l'inflation, de la politique, du maintien du pouvoir d'achat, etc. Ajoutant, je préfère chanter toujours le même refrain, même s'il est un peu long, et chanter juste, plutôt que d'en avoir changé et chanté faux. Enfin, pour couper court à toutes les rumeurs qui circulent sur son départ imminent de l'hôtel Matignon, Raymond Barre a eu cette boutade, que l'on comprendra comme on veut. On est toujours condamné à disparaître, mais on est toujours là tant qu'on n'a pas disparu. Oui, une manifestation s'était déroulée cet après-midi dans les rues de Vittel pour protester contre la présence du Premier ministre. 1500 personnes environ selon les organisateurs. Enfin, un mot sur le PS pour vous dire que ce matin, sur Europe 1, Pierre Mauroy s'est répété favorable à une candidature de François Mitterrand au présidentiel. Ceci à la veille du comité directeur du PS qui doit se pencher sur le projet socialiste. Il n'y aura pas de gugus parmi les athlètes français aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Soisson qui s'est exprimé ainsi dans le Figaro de ce matin, faisant ainsi comprendre que le ministre ne voulait pas plus de 100 athlètes français à Moscou. Les grandes manœuvres olympiques ont donc commencé. Après une saison moyenne, les athlètes français se préparent maintenant pour Moscou. Patrick Abada, Philippe Pouvion, Philippe Ribou ou Jean-Luc Rouget sont nos plus sûrs espoirs de médaille. Mais instruit par les résultats des Jeux précédents, Jean-Pierre Soisson est donc décidé à limiter le nombre d'athlètes dans toutes les disciplines. L'essentiel pour lui, c'est que nos représentants participent, mais participent au final. Quant aux autres, eh bien, ils resteront chez eux. J'ai indiqué qu'il n'y aurait pas de shopping à faire à Moscou et je ne reviens pas sur la formule que j'ai employée, pas de gugus à Moscou. Patrick Abada ne fait pas partie de ces gugus. Grâce à ses performances, il ira aux Jeux Olympiques, mais il se demande quand même qui sont ces gugus. En tout cas pour lui, pas seulement les athlètes. Traiter des athlètes de gugus alors qu'ils ne font qu'un sport qu'ils aiment et qu'ils pratiquent sans engagement, sans être de véritables professionnels, je pense que c'est un peu fort. Pour ma part, je ne me sens pas du tout gugus. Je ne pense pas que mes collègues en soient aussi. Par contre, si on le prend sous un angle bien précis, à savoir des Jeux Olympiques, il est un fait certain que pour un athlète, plutôt pour deux athlètes, il y a un accompagnateur, ce qui fait beaucoup. Et si M. Soisson ne veut pas envoyer de gugus, je pense que ça fera plus de place pour les athlètes. L'expérience des Jeux précédents montre en effet que si les athlètes sont souvent nombreux, les accompagnateurs le sont aussi. Ainsi, à Montréal, en 1976, pour 228 athlètes, il y avait 173 accompagnateurs et officiels, un chiffre impressionnant. À Innsbruck, en 1976, pour les Jeux d'hiver, c'est encore pire. 28 athlètes et pas moins de 42 accompagnateurs et officiels, presque le double. À Moscou, ce n'est donc pas seulement le nombre d'athlètes qu'il faudra réduire. Alors voilà qui va bien entendu inspirer Gus, notre dessinateur préféré, qui va s'atteler à la tâche pendant que nous terminons ce journal et qui, à la fin de ce journal, nous présentera le produit de son œuvre. À propos de cette déclaration de M. Soisson, il n'y aura pas de gugus aux Jeux Olympiques de Moscou. Un nouveau record sur l'or. À Londres comme à Zurich, le métal jaune dépasse encore la barre qu'il avait atteint en début de semaine. Le conflit de la langoustine, depuis hier soir, 200 marins-pêcheurs occupent le quart ferry Cornouailles à Roscoff et veulent imposer leur pression aux autorités britanniques qui entendent gêner leur pêche.
Pascal Piat est mort, l'ancien directeur de combat avait 76 ans, ce fut l'ami d'Albert Camus et d'André Malraux, et ce fut, je crois, l'un des très grands directeurs de journaux de l'immédiate après-guerre. Obsèque aujourd'hui de Pierre Goldman, ce fut l'occasion d'une manifestation d'amitié pour tous ceux qui l'aimèrent dans ses contradictions et dans sa marginalité, l'occasion aussi d'un regroupement de plusieurs organisations syndicales et politiques avec, à la fin des obsèques, une toute petite manifestation vite stoppée. Était-ce seulement pour répondre à l'appel du Parti socialiste, des partis d'extrême gauche, de la LICA et de la Ligue des droits de l'homme qu'une foule si nombreuse assistait à l'Institut médico-légal à la levée du corps de Pierre Goldman? L'assassinat de cet homme jeune, à la vie turbulente, a longtemps désespéré, devenu après 6 ans de prison un écrivain de talent, suffisait sans doute à toucher le cœur de la multitude de jeunes gens qui l'ont accompagné au cimetière du Père-Lachaise. Mais ce défilé silencieux était aussi une manifestation. Ses amis ont voulu signifier à la fois la condamnation de la violence politique à laquelle ils attribuent la mort de Pierre Goldman et leur détermination à défendre les libertés. Des tracts étaient distribués, mais il n'y eut ni slogan ni prise de parole. Tout au long du parcours du quai de la Râpée au Père-Lachaise, la foule n'a fait que grossir, mais toujours dans le même calme et la même dignité. Au cimetière, le cercueil a été déposé dans un caveau provisoire, la famille a pu s'isoler quelques instants au moment de l'inhumation, puis les portes ont été ouvertes à tous. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et André Glucksmann, parmi de nombreux autres intellectuels, se sont recueillis sur sa tombe. De nombreux Antillais aussi, puisque Pierre Goldman avait épousé une Antillaise dont il a eu, hier, un fils posthume. L'affaire Piperno, l'avocat général a demandé hier soir l'extradition de Francesco Piperno, mais la justice italienne devra attendre jusqu'au 17 octobre. En effet, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a mis sa décision en délibéré jusqu'à cette date. À Paris, agression cette nuit contre 2 vigiles d'un parking. Les 2 hommes effectuaient leur ronde quand ils surprirent 2 rôdeurs qui immédiatement ont tiré, tuant l'un des vigiles et blessant grièvement l'autre. Cette nouvelle agression dans un parking repose bien entendu le problème de l'insécurité à une époque où l'on est de plus en plus obligé de se garer sous terre. L'insécurité et donc la peur. Cette scène de la vie quotidienne provoque parfois l'angoisse. Mais si les femmes craignent les parkings, désormais elles ne sont plus les seules. Oui, j'ai été attaqué, j'avais entendu du bruit vers 2 h du matin. Je suis descendu dans les parkings pour voir ce qui se passait. Je me suis aperçu qu'il y avait des jeunes qui étaient en train de fouiller dans les voitures. Je me suis approché vers eux pour savoir exactement ce qu'ils faisaient. Et c'est de là que je me suis aperçu que ça devait être des cambrioleurs. On s'est pris ensemble et il est sorti de l'ombre 2-3 autres copains à eux. Et il y en a un qui m'a pris par derrière et il m'a coupé la gorge, je ne sais pas avec quoi exactement. Les copropriétaires ont été paniqués d'une manière certaine parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de certaines agressions. Et en plus de ça, ils ont été victimes de vols à l'intérieur des parkings. Et les vols se sont dispersés dans les caves, à telle enseigne que tous les services de caves et de sécurité, même des services techniques, des locaux techniques ont été visités. Et c'est une insécurité la plus complète. Mais c'est fréquent? Ces vols sont fréquents, disons presque journaliers, et à telle enseigne que les femmes seules ne veulent plus rentrer seules le soir. En moyenne, chaque parking est visité par des voleurs une fois tous les 3 jours. Vols et vandalisme sont désormais quotidiens. D'où le développement spectaculaire des sociétés de gardiennage qui voient pour la plupart leur chiffre d'affaires augmenter de près de 30% chaque année. Ici, dans un grand ensemble parisien, l'homme et l'électronique se complètent. Le bâtiment est ceinturé par des caméras. Les ascenseurs et les parkings sont munis de téléphones reliés directement aux vigiles. Et à partir du poste de sécurité, chaque coin de l'immeuble peut à tout moment être visible. 8 vigiles travaillent à plein temps, 2 sont là en permanence. J'ai été ému ce matin en écoutant les informations en première heure, à 5 heures, et ça m'a fait quelque chose. Non seulement parce que ce sont des collègues qui ont été victimes, mais il faudrait un autre moyen de protection supplémentaire. Comme dans 90% des cas, le vigile assassiné hier dans la nuit n'était pas accompagné d'un chien. Pourtant, le couple homme-chien, qui ne se sépare jamais puisque le chien appartient au gardien, est une protection supplémentaire.
Seul handicap, son prix, 80 francs de l'heure. L'homme, l'électronique, les deux ensemble, quel que soit le système de protection choisi, on ne fait que déplacer le problème. Momentanément dissuadé, l'agresseur va simplement plus loin, chez un voisin moins bien équipé. Panique hier dans le ciel de Bretagne. Un biréacteur dont les deux pilotes victimes d'un accident de pressurisation étaient morts aux commandes de leur appareil a tournoyé sur lui-même dans le ciel pendant près de 7 heures, ce qui a obligé les contrôleurs aériens à détourner tous les avions qui volaient dans cette région. Dans les airs, toujours à nouveau un avion qui perd des morceaux en vol. C'est un Boeing 707 de la British Airways qui a perdu après son décollage 4 plaques de métal, découvrant ainsi l'un de ses réacteurs. L'avion s'est posé sans dommage, mais un agriculteur a vu tomber les plaques à quelques centimètres de lui. Si vous croyez toujours que les étudiants sont de violents révolutionnaires, eh bien vous êtes très loin de la vérité. Vous vivez sur des clichés périmés. C'est ce que révèle entre autres la revue Les Dossiers d'étudiants. Dans un sondage effectué sur 3000 jeunes, représentatifs du million d'étudiants qui sont inscrits à la prochaine rentrée universitaire, quelques surprises. Les étudiants sont plutôt satisfaits de leurs études ou encore ont de bonnes relations avec leurs parents. 83% disent oui. On s'en doutait. Ils sont également favorables à la suppression du service national. Dominique Laurie, nous le retrouvons maintenant au journal L'Étudiant avec le directeur de la revue sur les temps forts de cette enquête. Nous sommes dans la salle de rédaction de la revue Les Dossiers de l'Étudiant, entourés de l'équipe qui a réalisé cette grande enquête. Alors, René Sylvestre, quels sont les temps forts de cette enquête? Il y a 4 grands temps forts. Dans un premier temps, leur vision de la société, qui le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas du tout optimiste. La grande majorité d'entre eux pensent que nous vivons une période de régression et non de progrès. D'autre part, 90%, et c'est beaucoup, s'adaptent à cette société tant bien que mal et sans grand enthousiasme. Et près de la moitié veulent carrément changer de société. Je crois que sur l'emploi, il y a également une espèce d'angoisse, une inquiétude. Il y a une inquiétude qui est dominée par 2 traits. D'une part, le refus de l'emploi traditionnel qui est lié à un souci incontestable d'indépendance dans l'emploi. Et deuxièmement, la crainte de ne pas trouver un emploi. Et là, un seul chiffre, 80% d'entre eux sont prêts à s'expatrier pour partir travailler à l'étranger. Et bien sûr, les étudiants font de la politique et s'intéressent à la politique. Depuis toujours, les étudiants font de la politique. Nous avons insisté sur une élection présidentielle simulée et se dégagent 2 grands points. Dans le cas d'une candidature de François Mitterrand opposée à Valéry Giscard d'Estaing, la révélation c'est que arrivent en tête, comme en 77, les écologistes, suivis de Valéry Giscard d'Estaing, suivis de François Mitterrand en 3e position. Et dans un deuxième cas, une candidature Rocard à la place de la candidature Mitterrand, à ce moment-là, Rocard arrive en tête, suivi des écologistes et du président de la République. Un autre problème très important, je crois, dans les milieux étudiants, bien sûr, c'est la drogue. Et là, peut-être une satisfaction, 60% des étudiants n'ont jamais touché à la drogue. C'est exact. Mais si nous notons une consommation de drogue relativement faible par rapport à ce qu'on pense par ailleurs, puisque seulement 6% utilisent des drogues douces régulièrement, il y a tout de même un chiffre important, c'est que ce chiffre a doublé depuis 2 ans. Quelle conclusion tirez-vous de cette enquête? Eh bien, comme conclusion, c'est d'abord que l'étudiant n'est pas conforme à l'image qu'on s'était faite de mai 68. On a des étudiants assez conformistes, voire repliés sur eux-mêmes, et pour ne pas dire sur la cellule familiale pour certains d'entre eux. On peut dire pratiquement que nous avons une population étudiante qui est, pour la plupart, en sommeil, qui même s'ennuie, pour ne pas dire est résignée. Instructif. 1617 ans de prison, c'est la peine qu'un entrepreneur égyptien va devoir accomplir pour avoir touché 500 000 $ en pot de vin. 16 siècles donc d'emprisonnement, nous avons fait le calcul, ça nous amènera en l'an 3596 et bien sûr nos caméras l'attendront à la sortie. Un très beau tiercé, si vous avez joué le 20, le 17 et le 10, vous êtes à la tête d'une petite fortune. En effet, vous touchez dans l'ordre, et pour 5 francs, vous le voyez, 138 111 francs, c'est-à-dire à peu près 13 millions de centimes, et dans un ordre différent, 21 392 francs, donc un peu plus de 2 millions de centimes.
Voilà, pour introduire la page météo de Laurent Broumed, un sondage, je vais demander à la caméra de me regarder parce que ça vaut le coup, vous allez le voir, c'est un sondage réalisé en Allemagne qui nous indique que les femmes sont plus frileuses que les hommes. Les femmes, nous dit-on, préfèrent vivre à 21 degrés 9 et les hommes à 19 degrés 7, donc plus de 2 degrés de différence. Alors voilà qui va poser de nouveaux problèmes à M. Poulit et à son agence dont nous parlions tout à l'heure. Et j'ai envie de vous demander, Laurent, si c'est un temps pour les femmes demain ou un temps pour les hommes. Mais écoutez, les Allemandes devront rester chez elles le matin et sortir l'après-midi, comme les Françaises d'ailleurs si elles sont frileuses, car sur toute l'Europe s'est installé un anticyclone. Anticyclone, ça signifie de l'air stable, donc peu de nuages dans le ciel, du ciel bleu, en revanche des vents faibles, donc des brumes et du brouillard le matin, et des températures faibles le matin, mais qui remontent fort l'après-midi. Alors la carte pour demain, des Charentes et du Poitou jusqu'aux Vosges, encore une ligne de nuages. Cette ligne de nuages donnera encore quelques pluies, mais les nuages se désagrégeront dans la journée. Dans le sud-ouest, le centre et le nord-est, des brumes et du brouillard le matin. Des côtes de la Manche et de la mer du Nord, là dans ces régions, un ciel assez bas le matin, mais qui se dégagera. Comme partout, il y aura du soleil. Samedi, le même beau temps continue. Je retire les nuages. Dans le nord-ouest du pays, toujours le même ciel assez nuageux le matin, mais qui se dégage. Partout ailleurs, du soleil. Les températures, nord-ouest, est bien de 2 à 4 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Et puis dans le midi, nettement mieux, de 7 degrés le matin jusqu'à 25 degrés l'après-midi, un temps estival. Et si tout va bien, cela devrait continuer plusieurs jours. Bien, puisque ce journal se termine, je vais demander à Gus de venir nous rejoindre. Il a terminé son dessin en temps réel sur les fameux Gugus, là, qui portaient à la caméra le résultat de vos élucubrations sur les propos de Jean-Pierre Soisson sur les Gugus à Moscou. Oui, je tiens quand même à faire une importante rectification. Il ne s'agit pas d'un autoportrait. Et pourtant, c'est signé Gugus. Gugus. Voilà, votre prochain rendez-vous avec l'information est à 23h15 avec Hervé Claude. Quant à moi, je ne vous retrouverai pas avant un bon petit bout de temps. Je pars en effet pour la Chine, rejoindre nos équipes qui sont déjà sur place. Et lundi, j'aurai le plaisir de vous présenter une partie du journal de 13h en direct de Pékin. Et puis le lundi suivant, le 8 octobre, ce sera notre grande journée avec de Pékin les journaux de 13h.